Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Alric Cohen, du coup je suis interne en radiologie et on va essayer de faire une masterclass de radiologie, c'est-à-dire essayer de survoler un petit peu ce qui se fait en radio pour l'EDN. Donc, euh, donc on va avancer matière par matière, on va commencer par un peu de généralité au début et si jamais vous avez des questions, vous m'arrêtez les participants, ça aidera les gens qui regarderont la conf en rediffusion. Très bien. Avec les généralités. Là, je vais vous parler de quelques règles d'or qu'on a en imagerie, notamment le fait que la plupart du travail du radiologue est fait avant les images. Donc, en gros, avec les antécédents, l'âge du patient et la clinique, on arrive à approcher le diagnostic suffisamment avec suffisamment de précision pour presque pas avoir besoin de la radiologie. En gros, quand on a son examen, on sait déjà sur quoi, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va suspecter comme maladie. Il faut toujours évaluer le degré d'urgence de la situation. Typiquement, dans une question, on vous demande de faire un scanner, par exemple, à un patient en péritonite. La bonne réponse, c'est pas de lui faire le scanner, la bonne réponse, c'est de l'opérer. Donc, toujours évaluer la gravité du patient, le degré d'urgence de la situation et la justesse de l'examen. Il faut prescrire de manière raisonnée, donc on ne prescrit pas une IRM quand une écho suffit. On ne prescrit pas un scanner à un enfant de 4 ans. Voilà, donc faut être parcimonieux dans ces prescriptions. On toujours évaluer la qualité technique de l'examen, donc ça c'est très important, on va en reparler, vous inquiétez pas, mais typiquement la radiographie, une radiographie de mauvaise qualité, vous ne pourrez pas tout interpréter, vous n'aurez pas un niveau de précision et de sensibilité suffisant pour conclure, donc c'est important de le savoir et de le dire en conclusion. Et en plus de ça, là ce que je vous ai mis, ça reprend un peu ce que je vous disais au début. D'abord, on a des hypothèses diagnostiques. Ensuite, on cherche des arguments radiologiques pour soutenir ces hypothèses-là. La radiologie, c'est pas on regarde et on voit sur quoi on tombe. Et après, on interprète donc la sémiologie radio et ensuite, après ça, on fait un diagnostic. Très bien. Donc là, je vous ai mis. Attendez, je vérifie juste qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, c'est 8h30. Bon, on m'a dit que ça a été décalé à 9h, donc je vous avoue. Ok, étrange. Très bien. Donc là, je vous ai mis IRM et scanner. On va voir un petit peu qu'est-ce qui fait la différence et comment faire la différence surtout en fait, hein. Donc globalement, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que l'IRM, c'est fait pour l'analyse des tissus mous. Vous aurez une beaucoup plus haute définition pour les tissus mous, notamment dans les tissus sous-cutanés. Donc là, vous voyez par exemple, est-ce que vous pouvez bien me confirmer que vous voyez ma souris? Là, quand je bouge, vous voyez ma souris? Ouais, super. Ok, très bien. Donc, en gros, la résolution au niveau des tissus mous sera vraiment meilleure. Notamment ici, on arrive à bien distinguer les muscles de la peau, de la graisse sous-cutanée, etc. Donc là, typiquement, ce sera sur une IRM où vous voyez quasiment tout en bas là. Et ici, sur le scanner à côté, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus flou, hein. On voit certes les muscles, certes la graisse, mais on voit pas toutes les interpositions entre les deux. Donc là, sur un scanner cérébral, la chose qui vous fait généralement dire que c'est un scanner et pas une IRM, c'est la boîte crânienne, en fait, qui est très blanche, très épaissie, et versus l'IRM, où vous voyez toutes les sous-couches, les méninges, la peau. Voilà, donc ce que je vous disais, les tissus sous-cutanés, en gros. Là, une des meilleures techniques une des meilleures techniques pour distinguer l'IRM du scanner, personnellement, c'est de regarder l'os, en fait. Parce que le scanner, lui, il va toujours trier de la même manière, c'est-à-dire ce qui est dense, il va le mettre en blanc, ce qui est pas dense, il va le mettre en noir, alors que l'IRM, ça va pas du tout être ça. Donc l'os, étant donné que c'est quasiment toujours dense, ce sera quasiment toujours en blanc sur un scanner. Je dis quasiment parce que si vous prenez une fenêtre osseuse et que vous serrez à fond la fenêtre sur l'os, vous pouvez avoir un os pas blanc, pas noir, mais un peu gris, quoi. En gros, l'os, c'est relativement blanc quand même sur un scanner, toujours. Donc vous regardez toujours la corticale osseuse, et la corticale osseuse, en IRM, elle sera quasiment toujours noire, et en scanner, elle sera quasiment toujours blanche. Donc là, sur ces examens-là, on va regarder
essayez de vous le faire de votre côté et après je vous dirai les réponses. Donc ça, IRM ou scanner, IRM ou scanner, IRM ou scanner. C'est trois. Donc vous noterez que ces trois-là, la vertèbre ici, la corticale, quand on suit la corticale, je ne parle pas de la moelle, je parle de la corticale qui est bien noire, la corticale qui est bien noire ici aussi. Et vous notez que bah, ici aussi, la corticale, elle est noire. En fait, ces trois images à gauche plus l'image du milieu à droite, ce sont des IRM. L'image de dessus et du dessous sont des scanners. Là, on a une IRM cérébrale, en dessous, on a un scanner cérébral avec un petit hématome. Très bien. Donc après, on va parler des incidences. Donc la vue coronale frontale, c'est pareil. La vue axiale ou transversale, c'est pareil. Et la vue sagittale, on peut dire médiane aussi parfois. Mais on dit plutôt sagittale pour être honnête. Très bien. Donc la question d'après, c'est quand est-ce qu'on injecte un examen? La vraie question, en fait, c'est quand est-ce qu'on l'injecte pas, en fait. Parce que c'est toujours plus avantageux pour un radiologue d'avoir un examen injecté. Si on pouvait et que ça changeait rien et que ce serait toujours facile de réalisation, on le ferait à chaque fois. Donc, en fait, on l'injecte pas quand on doit faire une étude de rehaussement. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours une phase injectée, mais ça veut dire aussi qu'il y aura toujours, donc avant la phase injectée, une phase sans injection pour faire le différentiel, une sorte de soustraction entre les deux pour voir si ça s'est effectivement rehaussé. Typiquement, si vous voyez une grosse boule blanche sur un examen qui est d'emblée injecté, bah, vous n'allez pas savoir si c'est spontanément blanc ou si ça s'est rehaussé. Donc, vous avez besoin d'un scanner sans injection pour s'assurer que ce n'est pas du calcium, par exemple, qui apparaîtrait spontanément hyperdense à quelque chose qui s'est rehaussé. Donc, on peut aussi faire un examen non injecté quand on recherche une composante calcifiée à une pathologie, notamment la lithiase rénale, les calcifications vasculaires, les microcalcifications, etc. Donc, tout ça, ça se voit sur un examen sans injecter. Sans injection. L'hématome également, en fait, l'hématome, ça peut être spontanément hyperdense, donc ça, on aime bien les rechercher sur des examens sans injection. Typiquement, l'hématome cérébral. L'hématome cérébral, vous ferez toujours un scanner sans injection en premier. Après, on peut éventuellement injecter, mais c'est un autre débat. Et enfin, l'ostéo-articulaire. L'ostéo-articulaire, vous regardez les os, a priori, il n'y a pas besoin d'injection, à moins que le clinicien suspecte une atteinte vasculaire, où là, il vous dit, bon, là, j'ai peur que telle artère soit lésée, donc j'aimerais bien faire une injection pour m'assurer du trajet de cette artère et qu'il n'y ait pas d'extravasation de produits de contraste à partir de cette artère. Et enfin, bah, les conditions de l'injection, on n'injecte pas qui on veut, hein, donc il faut des bêta-HCG pour s'assurer que la patiente n'est pas enceinte. Il faut une créatinémie. Alors, il y a des critères qui changent régulièrement, mais en gros, retenez qu'au-dessus de 65 ans, 60-65 ans, il faut toujours une créate. En dessous de 65 ans, c'est une créate si jamais votre patient a des maladies chroniques qui peuvent potentiellement léser le rein. Donc, c'est très facile d'avoir une pathologie qui peut potentiellement léser le rein. Donc, en gros, tous les hypertendus doivent avoir une créate, tous les diabétiques doivent avoir une créate, etc. Et enfin, on évite le scanner chez les sujets jeunes, ça c'est très important. Donc, ça rentre dans la grosse famille de la radioprotection. Donc, on ne fait pas de scanner ou d'examen irradiant à des enfants. Les radios à la limite, mais les scanners, c'est vraiment en cas de quand on n'a vraiment pas le choix. Typiquement, les cancers, les bilans d'extension, là, on n'a pas le choix. Mais un patient qui a une appendicite qui a 4 ans, bah, on va pas lui faire un scanner, typiquement. Très bien. Donc, l'injection. Alors là, on va reprendre quelque chose, c'est les temps d'injection. Donc, les temps d'injection, c'est super important. Et il y en a pas mal, au final, qui sont un peu perdus dans tout ça. Donc, on va revoir un petit peu ensemble les différents temps d'injection, à quoi ça correspond, etc. Typiquement, donc il y a le sans injection comme temps d'injection. Excusez-moi, est-ce que vous voyez bien mon visage? Vous voyez ma webcam? Ok, très bien. Donc après injection, du coup il y a 4 temps possibles. Donc évidemment, en fait, c'est un peu comme vous voulez, c'est à vous injecter et après vous faites votre acquisition quand vous voulez. Donc en pratique, vous pouvez faire autant de temps qu'il y a de secondes après injection, hein. Mais en gros, globalement, il y a 4 temps d'injection classiquement. Donc le premier temps qui est très fréquemment utilisé, je vais vous demander pourquoi, c'est le temps artériel pulmonaire. Ensuite, il y a le temps artériel. Après, il y a le temps portal et après, il y a le temps tardif.
Très bien. Donc, est-ce que vous savez dans quel examen est réalisé le temps artériel pulmonaire? Voilà. Ah, super. On m'a devancé. Très bien, Marine. Effectivement, le temps artériel pulmonaire, en fait, dans tous les enjeux scanners des artères pulmonaires pour rechercher des embolies pulmonaires, c'est ce temps-là. Donc ça, en fait, c'est 15 secondes après l'injection. Le temps artériel, en fait, ça va être pour regarder l'aorte, les artères, etc. Ça va être 40 secondes. Le temps portal, ça va être 90 secondes. Et le temps tardif, euh, pour vous, retenez que le temps tardif, c'est entre 10 et 15 minutes. En fait, le temps tardif, ça va juste correspondre au temps que prend les reins à excréter le produit de contraste. Donc, c'est-à-dire que sur un temps tardif, en fait, vous aurez quasiment plus de produits de contraste dans les organes ou dans les vaisseaux, et vous en aurez quasiment uniquement dans les cavités excrétrices des reins, dans les uretères, dans la vessie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cet examen. En fait, les uroscanners, c'est un scanner urinaire injecté avec un temps tardif où on peut voir, enfin, où on peut avoir une opacification des voies urinaires. Voilà. Très bien. Donc là, je vous ai fait un petit schéma pour essayer de reprendre un peu tout ça. Juste le trajet du produit de contraste, c'est, je pense, la seule chose que vous avez à retenir sur les temps d'injection, parce que si vous avez compris ça, vous n'avez plus besoin de retenir ce qu'il y a avant. Donc en fait, le produit de contraste, il est injecté dans une veine superficielle du membre supérieur. En gros, on vous prend une veine au pli du coude. Ça dépend du calibre de veine qu'on veut. Typiquement, une EP, en fait, faut un bon débit faut un gros calibre de voie sanguine pour pouvoir envoyer beaucoup de contraste d'un coup. Donc, généralement, on va la mettre au pli du coude, on peut la mettre un peu plus proche, on peut utiliser différentes voies pour avoir différents calibres. Mais typiquement, on ne pourra pas faire une EP s'il est piqué sur la main, le patient. Donc, en gros, le produit de contraste, il n'arrive pas dans les artères pulmonaires par magie. On en injecte dans la veine superficielle du membre supérieur. Donc, ça va arriver par le bras. Et en fait, si vous regardez un scanner qui est injecté, vous voyez que même au temps artériel pulmonaire, vous avez toute la veine du bras et les trois artères brachiocéphaliques euh, qui sont, euh, qui sont opacifiés. Donc, on va voir ça arriver. Ça va arriver dans le ventricule droit. Ensuite, ça va partir dans l'artère pulmonaire. Ça va traverser les artères pulmonaires. Donc là, on est à 15 secondes à peu près. Ça va passer les artères pulmonaires, les veines pulmonaires, donc supérieures et inférieures. Ça va revenir au cœur, dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche, puis dans l'aorte. Donc là, on arrive au temps artériel. Donc on a des temps artériels pour regarder l'aorte, notamment dans la dissection. On a des temps artériels un peu plus tard que ce que je vous ai montré, donc qui sont à 5 secondes plus tard que l'aorte, c'est les temps artériels typiquement pour le foie. Donc là, vous notez qu'il y a l'artère hépatique qui part vasculariser le foie. Bah, par exemple, un temps artériel hépatique, c'est un peu plus tard qu'un temps aortique. Donc vous aurez un temps artériel à, je sais pas moi, à 40 secondes, et le temps artériel hépatique, c'est à 45 secondes. C'est le temps que le produit aille de l'aorte au foie. Et ensuite, bah, du coup, ça va passer dans tous les organes et vous allez avoir du coup une opacification. En fait, on dit portal parce que portal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit de contraste, il a eu le temps de traverser la première barrière d'organes, en fait. Donc, temps portal, ça veut dire que tu as à peu près tous vos organes qui sont déjà opacifiés. Et enfin, le temps tardif, donc c'est une fois que bah, le produit est passé dans tous les organes, y compris le rein, bah, le rein a pu excréter la quasi-totalité du produit de contraste et s'est retrouvé accumulé dans les cavités excrétrices, les cavités urinaires. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions pour l'instant pour les opacifications, les temps de contraste, etc. Est-ce que vous avez des questions? Ok, très bien, pas de questions. Donc là, je vous ai mis deux scanners. Donc, on va faire un petit exercice. Je vais vous montrer les scanners et vous allez me dire à quel temps d'injection ça correspond. Donc là, le premier, c'est le même patient, hein. Donc je déroule. Donc là, on arrive sur l'abdomen, on arrive sur les reins. Très bien. Donc est-ce que, à votre avis, ça c'est injecté et à quel temps d'injection? Sensibiliser, très bien. Effectivement, donc c'est un examen non injecté. Comment vous pouvez le savoir? Bah, déjà, vous pouvez voir que dans le rein, il n'y a absolument aucun différentiel de contraste entre la corticale et la médulaire. Et ça, vous allez vous en rendre compte un tout petit peu après, quand je vais vous montrer l'examen injecté. Mais là, en fait, on voit pas grand-chose, en fait, hein. Par exemple, sur le foie, la différence entre les vaisseaux, le parenchyme hépatique, le île, les surrénales,